Bienvenue sur la chaîne Entertainment Anime. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire continue dans une ambiance de fête de plus en plus animée. L'équipage des chapeaux de paille et les géants semblent profiter pleinement de ce moment de camaraderie. Luffy, avec son large sourire, est assis aux côtés de Ashwoodin et des membres des New Giant Warrior Pirates, riant et partageant leurs aventures. Cependant, cette atmosphère chaleureuse change progressivement lorsqu'un vieil géant s'approche d'un pas lourd, tenant un grand bâton. Sa voix grave résonne dans l'air, interrompant la fête un instant. Le vieil homme se présente comme Grimeld, l'un des anciens d'Elbaf. Avec un visage sérieux, il regarde les invités humains. « Vous les humains, vous aimez attirer l'attention, n'est-ce pas ?» dit-il d'une ton glacial. « Une fête comme celle-ci attirera ceux qui ne supportent pas votre présence sur nos terres. » Ashwoodin tente d'expliquer que Luffy est leur allié, mais Grimeld hoche simplement la tête sans grande conviction. Averti que tous les géants ne partagent pas les idées de Ashwoodin et de ses compagnons. Il y a des factions à Elbaf qui gardent encore une rancune profonde envers les humains. Faites attention. Cette fête pourrait déclencher un conflit plus grand. Pendant ce temps, dans l'ombre au loin, une figure mystérieuse qui surveillait la fête se déplace rapidement vers le centre de l'île. Il rapporte des nouvelles de la fête à un autre géant grand et musclé, vêtu d'une cape noire arborant un symbole étrange sur sa poitrine. Son visage se remplit de colère en écoutant ce rapport. Cet homme, c'est Bjorn, l'un des leaders de la faction anti-humain d'Elbaf. Des humains à Elbaf, et ils sont accueillis comme des invités d'honneur. S'écria Bjorn d'une voix tonitruante. C'est une insulte à nos ancêtres. Je m'assurerai qu'ils soient chassés, même si cela signifie affronter les anciens. Bjorn ordonna à ses partisans de se préparer, avertissant que ce n'était pas qu'une simple fête. Selon lui, la présence de l'équipage du chapeau de paille était le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand, quelque chose qui devait être stoppé avant qu'il ne prenne de l'ampleur. De retour à la fête, l'ambiance commença à se détendre après l'avertissement de Grimeld. Zoro demanda davantage d'histoires sur les épées légendaires d'Elbaf, tandis que Sanji s'affairait à tester des recettes de cuisiniers géants. Usopp, fidèle à lui-même, se vantait d'avoir affronté seul un monstre marin gigantesque. Cependant, Nami, toujours sur ses gardes, remarqua des mouvements étranges chez certains géants à la périphérie de la fête. Alors que la nuit avançait, leur joie fut interrompue par un grondement. Au loin, un groupe de géants approchait, portant des torches, menés par Bjorn. « Petits humains !» cria Bjorn d'une voix forte. « Vous n'avez pas votre place ici. Cette île appartient aux géants, et vous payerez pour avoir osé poser le pied sur notre terre. » Attention monta d'un cran. Luffy se leva, fixant Bjorn avec sérieux. « Si tu as un problème, dis-le-moi en face. » Linka-t-il, prêt et affronta Bjorn. Fête se transforma en un champ de tension, et un conflit majeur semblait imminent. Cependant, au milieu de tout cela, une silhouette mystérieuse apparut d'une direction inattendue, appelant Bjorn d'une voix autoritaire. « Bjorn, ne fais pas d'imprudences. » L'histoire se déplace ensuite vers la salle d'autorité à Marée-Joie, où les 5 doyens Gorosei se réunissent dans une atmosphère tendue. Après la diffusion en direct de Vegapunk révélant les dangers de la montée du niveau de la mer et la possible destruction du monde, des rapports provenant des différents royaumes affiliés au gouvernement mondial, affluant sur leur table, les rois et reines du monde entier posent tous la même question. Que deviendra notre avenir si le monde est englouti? Ces inquiétudes ont poussé certains à demander l'autorisation de construire de nouveaux territoires sur la ligne rouge, à proximité de Marée-Joie, en guise de précaution face à une montée inexorable des eaux. Cependant, cette demande a provoqué la colère des Gorosei. Jupiter, d'un ton glacial, déclara. Personne n'est autorisé à vivre sur la ligne rouge à part le gouvernement mondial et les Tenryubito. C'est la loi suprême. Warkuri, l'une des Gorosei dont le visage est marqué par de nombreuses cicatrices, ajouta. Refuser cette demande directement provoquerait encore plus de troubles. La situation actuelle est déjà assez chaotique à cause de Vegapunk. Il serra les poings avec frustration, qualifiant cette diffusion de déclencheur de folie. Mars, l'un des Gorosei au regard perçant, proposa une solution pragmatique. Nous devons immédiatement contrôler le récit. Publier de nouvelles informations dans les journaux, en affirmant que Vegapunk mène. Le public doit croire que le monde va bien, que ce n'est qu'une propagande d'un traître. Cependant, lorsqu'ils tentèrent de contacter Big News Morgans, le directeur du journal World Economic Times, un subordonné rapporta qu'il avait coupé toutes les communications avec le gouvernement mondial depuis 2 jours. Morgans, célèbre pour son courage face aux pressions des autorités, semblait refuser toute coopération. Ars poussa un lourd soupir. Morgan ne se soumettra pas. Il préfère diffuser une grande nouvelle plutôt que préserver la stabilité du monde. Nous devons envisager des alternatives. Au milieu de cette discussion animée, un subordonné entra précipitamment, tenant un rapport urgent. Désolé de vous interrompre, mais une information cruciale vient d'arriver, dit-il, paniqué. L'armée révolutionnaire profite de ce chaos pour attaquer plusieurs installations du gouvernement mondial. Ils ont pris le contrôle du port principal à l'ouest de la Red Line et détruit le centre de ravitaillement de notre flotte maritime. Les visages des Gorosei se durcirent.
Warcury, avec un regard plein de haine, déclara. Il ne manque jamais une occasion, n'est-ce pas? Dragon sait que le monde est en plein chaos et choisit d'attaquer alors que nous sommes vulnérables. Mars suggéra de diviser leurs priorités, une partie pour calmer le public, une autre pour mobiliser toutes leurs forces afin de stopper l'armée révolutionnaire. Cependant, Nasuhiro, plus calme, offrit une perspective différente. Ce n'est pas seulement une question de l'armée révolutionnaire ou de Vegapunk. Le monde commence à perdre confiance en nous. Nous devons montrer une force absolue. Écraser la révolution devant le public. Sinon, notre pouvoir commencera à s'effondrer. Au milieu de ce débat, ils réalisèrent qu'aucune décision n'était réellement parfaite. Le monde qu'ils contrôlaient autrefois avec une autorité absolue était désormais au bord d'un grand bouleversement. Et chaque faux pas pouvait marquer le début de la chute du gouvernement mondial. L'histoire continue dans le bureau de presse de Morgan, qui vole haut dans le ciel, bien loin de la portée du gouvernement mondial. Big news, Morgan s'éclata de rire devant Vivi et Wapol assis près de lui. D'un ton arrogant, Morgan déclara « J'ai coupé tous les contacts avec le gouvernement mondial pour le moment. Ils essaieront certainement d'intervenir, de me forcer à publier ce qu'ils veulent. Mais je sais quand mentir et quand dire la vérité. » Et poursuivit. Dans ce cas, la diffusion de Vegapunk est une vérité capitale et fascinante, et je ne laisserai pas le gouvernement mondial empêcher cette nouvelle de se répandre. Vivi, qui écoutait cette conversation, semblait anxieuse, mais elle comprenait l'influence immense de Morgan sur l'opinion mondiale. Pendant ce temps, à marée joie, la discussion entre les Gorosei se poursuivait. Jupiter proposa une mesure concrète. Nous devons envoyer le CP0 pour trouver Morgan. Il doit être contraint de publier les nouvelles selon nos désirs. S'il ne peut pas être contrôlé, alors nous le retirerons du jeu. Nasuguro, l'une des Gorosei, connue pour son sens stratégique, approuva cette proposition mais avertit. Dans cette situation, nous ne pouvons pas agir imprudemment. Les peuples du monde sont inquiets et plongés dans la panique. Si nous faisons un faux pas, cela pourrait déclencher une rébellion généralisée. Nous devons calmer les rois et reines avec de fausses promesses, en affirmant que tout est sous contrôle, tout en réorganisant discrètement nos forces. Cette discussion inclut ensuite Garling Figarland, qui a rejoint leur conversation grâce à une capacité télépathique accordée directement par Imusama après sa nomination au poste de Gorosei. Déjà sur le champ de bataille pour affronter l'armée révolutionnaire, Garling parla à travers cette connexion télépathique. Une rébellion généralisée ne doit pas avoir lieu. L'armée révolutionnaire exploitera cette situation pour renforcer ses positions. Si les nations affiliées commencent à se rebeller et à soutenir Dragon, leur puissance augmentera. C'est le pire scénario possible pour le gouvernement mondial. Garling ajouta, « Nous devons maintenir de bonnes relations avec les nations affiliées, peu importe le nombre de mensonges ou de manipulations nécessaires. Ces nations ne doivent en aucun cas échapper à notre contrôle. C'est une priorité absolue. » Les Gorosei se rangent finalement du côté de Garling. Ils décident d'envoyer des émissaires dans chaque nation troublée afin de convaincre les habitants que le gouvernement mondial détient une solution face à la menace de la montée des eaux. Parallèlement, ils ordonnent au CP0 d'agir discrètement pour traquer Morgan et le contraindre à soutenir le récit officiel du gouvernement mondial. Cependant, au plus profond d'eux-mêmes, les Gorosei ne peuvent cacher leur inquiétude croissante. Le monde évolue rapidement, et chaque décision qu'ils prennent ressemble à une marche sur un chemin semé d'embûches. Au milieu de ce chaos, Dragon et l'armée révolutionnaire attendent le moment idéal pour bouleverser l'ordre mondial à jamais. De son côté, Garling Figarland, de plus en plus impatient, est prêt à utiliser son nouveau pouvoir au combat contre Dragon. Ce pouvoir, offert par Imsama, a été spécialement conçu pour les Gorosei. Grâce à cette puissance supplémentaire, Garling, qui était déjà redoutable en tant que chevalier sacré, devient encore plus dangereux. Il déclare « Si Dragon possède la puissance d'un dieu, alors moi je détiens le pouvoir du véritable démon. » La scène se déplace au quartier général de la marine, où Akainu s'entretient avec le vice-amiral Kuruma et Kizaru, qui vient tout juste de revenir de l'île Egghead. Akainu affirme que la marine doit former une équipe spéciale pour partir à la recherche du One Piece. Selon Akainu, la diffusion de Vegapunk a souligné que l'avenir du monde dépend de celui qui trouvera le One Piece. Je ne laisserai pas les pirates décider de l'avenir de ce monde. Ce trésor légendaire doit être entre les mains de la marine, a-t-il déclaré fermement. Akainu insiste sur le fait que la marine ne doit pas hésiter à s'impliquer dans la chasse au One Piece, même si cela signifie affronter les Yonkos. Pour lui, il n'est plus temps de se retenir. La situation mondiale devient de plus en plus chaotique et des mesures décisives doivent être prises avant qu'il ne soit trop tard. Kuruma, directeur des enquêtes de la marine, propose que le premier pas dans cette chasse au One Piece soit de s'emparer des Road Poneglyphs. Il est convaincu que la plupart des Yonko possèdent déjà des copies de plusieurs Road Poneglyphs, mais une dernière pierre reste introuvable. Elle est entre les mains d'un homme mystérieux avec des cicatrices brûlantes, connu pour utiliser un navire noir et possédant une puissance extraordinaire. Akainu a immédiatement ordonné que les meilleurs agents de renseignement soient mobilisés pour localiser cet homme. Une fois son emplacement découvert, une équipe spéciale composée des marines les plus forts devra être envoyée pour récupérer le dernier Road Poneglyph. Akainu a déclaré que cette mission représenterait la plus grande avancée de la marine sous sa direction. Dans ce panel, Garp n'apparaît pas non plus, car il est toujours détenu sur l'île de Hachinosu.
Sengoku et Tsuru, quant à eux, sont en mission avec les forces de Sword. Qu'en pensez-vous de cette théorie? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de discussions sur One Piece.